L'odeur de brûlé est encore présente dans ma mémoire. Tout semblait normal cette nuit-là, jusqu'à ce qu'une révélation me transperce la peau comme du verre brisé. Je n'étais pas seulement une épouse, j'étais le décor d'un mensonge qui avait duré plus longtemps que je ne pouvais supporter de l'admettre. La maison était trop silencieuse, le genre de silence qui cache des secrets plus grands que les murs ne peuvent en contenir. Mon cœur battait fort, mais mon esprit était glacé, presque engourdi. C'est étrange comme le danger peut s'infiltrer dans les détails. Un flacon oublié, un tiroir mal fermé, un parfum qui n'était pas le mien. Chaque petite pièce révélait un puzzle sale que je n'avais jamais demandé à reconstituer. Et soudain, tout ce qui semblait solide s'est effondré. Car lorsque la trahison franchit la porte, même l'air change de texture. Il souriait en public, saluait ses voisins comme s'il était le mari parfait. Mais la nuit, le masque tombait. Je sentais le poids de l'indifférence dans son contact glacial, ses regards détournés, ses baisers qui ne venaient jamais. Je me demandais, combien de temps une femme peut-elle supporter le fardeau d'être invisible chez elle? La trahison ne hurle pas, elle murmure. Elle transparaît dans l'odeur des vêtements fraîchement repassés, chargés d'étranges parfums, dans les vibrations incessantes du téléphone, dans le bref regard qu'on jette sur un nom à l'écran. Et chaque fois que je la remarquais, quelque chose en moi se durcissait. Jusqu'à ce que ce ne soit plus de la douleur. C'était de la pierre. Je suis devenu spectateur de ma propre vie, comme quelqu'un qui observe un incendie de loin, ressentant la chaleur mais manquant de force pour courir. Et dans cet incendie, mon rôle était celui d'une victime annoncée. Mais j'ai refusé. Car même le bois le plus sec peut se réduire en braise si on souffle dessus. Tout était en jeu, ma dignité, mon histoire, ma présence même dans ce foyer. Le risque n'était pas de perdre un mari, mais de me perdre moi-même. Et je ne le permettrai pas. La vie m'a appris que lorsqu'on essaie de vous ôter votre valeur, le seul moyen est de rallumer la flamme, même par un élan de vengeance. Il y avait quelque chose de théâtral dans ce que j'ai découvert. Comme si la vie avait écrit une pièce cruelle, où j'aurais dû simplement applaudir pendant qu'il jouait l'amant passionné. Mais j'ai refusé d'être figurant. J'ai préféré écrire ma propre scène. Et c'est ainsi qu'est né le secret qui me tente encore aujourd'hui. Un petit choix, presque banal, qui s'est transformé en explosion. Car il suffit d'un détail pour renverser la situation. Et lorsque la vérité a émergé de l'ombre, elle n'est pas venue seule. Elle est venue accompagnée de cris, de sirènes et de regards perplexes. Tout a changé en quelques minutes. Et je me demande encore, que peut faire une femme blessée quand le silence ne suffit plus? La réponse ne réside pas dans l'évidence. Elle réside dans ce que personne n'oserait imaginer. Je me souviens de la première fois où j'ai compris que ce n'était pas seulement de la jalousie ou de la méfiance, mais quelque chose de réel, de concret, comme une fissure traversant tout le mur de la maison. Je faisais semblant de ne pas voir, de ne pas entendre, car il y avait toujours un dîner de famille, une photo souriante, une obligation qui m'obligeait à maintenir ce semblant. Mais la vérité, c'est que lorsque le silence s'installe entre deux personnes qui devraient tout partager, ce silence est plus éloquent que tous les mots. Il pesait lourd sur la table, entre les assiettes, entre les verres. C'était comme si chaque geste répété, chaque coup de fourchette dans l'assiette était un coup de marteau me rappelant que je ne faisais plus partie de sa vie. Le détail le plus cruel n'était pas ses absences, mais ses fausses présences. Il était là, assis en face de moi, mais il semblait toujours distant, comme s'il gardait un autre monde dans sa poche. Son téléphone était sa cachette, et le corps à côté de moi dans mon lit n'était qu'un ornement qui ne m'appartenait plus. Je passais des nuits à observer le rythme de sa respiration, essayant de deviner de qui il rêvait. J'entendais le tintement de la clé dans la serrure à des heures indues, le doux parfum qui persistait sur le col de sa chemise. Un parfum qui n'était pas le mien, qui ne l'a jamais été. Et chaque découverte était comme un éclat. Un petit morceau, presque invisible, mais qui me blessait profondément. Le mot trouvé dans le tiroir brûle encore quand je ferme les yeux. Le papier plié à la hâte, l'écriture féminine, les mots chargés de désir. Je sentais ma peau brûler rien qu'en imaginant la scène, comme si j'avais été invité à un spectacle répugnant dont j'étais l'exclu. Le choc n'est pas venu seul. Il m'a apporté un mélange de colère et de froideur, la même froideur qu'il m'offrait chaque soir. C'est étrange comme, à certains moments, la douleur se transforme en lucidité. Je ne voyais plus seulement un mari qui me trompait. Je voyais un homme petit, incapable de maintenir son propre masque. Je voyais un avenir où je resterais recroquevillé, implorant l'attention, essayant de ne pas m'effondrer. Et c'est à ce moment-là que la question s'est posée. Combien de femmes acceptent de vivre ainsi?
croyant normal d'être laissé pour compte? La réponse m'a fait plus mal que la trahison. Car je sais qu'il y en a beaucoup. Et je sais que c'est précisément pour cela que tant de gens choisissent de rester ici, suivant chaque révélation, chaque détail, comme s'ils cherchaient dans l'histoire d'autrui le courage de changer la leur. Je n'ai pas pleuré ce jour-là. Je n'ai pas demandé d'explication. Je suis restée assise en silence, le papier entre mes doigts, à en palper la texture rugueuse. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Je savais qu'à partir de ce moment-là, il me faudrait une stratégie. Non seulement pour survivre, mais pour montrer que j'étais toujours entière, que mon silence n'était pas une soumission, mais une préparation. Cette nuit-là, j'ai parcouru la maison comme quelqu'un en territoire ennemi. Chaque objet semblait peser différemment. Les tiroirs, les armoires, le bocal en verre caché sous mes chaussettes. Tout me parlait. Tout me disait que la preuve était là, aussi claire que la lumière qui brillait à travers la fenêtre. Et je savais qu'une fois révélée, rien ne serait plus jamais comme avant. C'est à ce moment-là que l'histoire cesse d'être une simple souffrance. Car lorsque la dignité est bafouée, quelque chose naît en nous. Une petite flamme, mais qui grandit silencieusement. Et je la sentais déjà. Je ne savais pas exactement comment je l'utiliserais, mais je savais qu'elle me mènerait à un résultat inimaginable. Ce que j'ai fait ensuite résonne encore en moi. Et c'est précisément à ce moment-là que tout a commencé à basculer, de manière si inattendue qu'aujourd'hui encore, j'ai le souffle coupé en me remémorant le moment où j'ai décidé d'agir. Le silence de la maison cette nuit-là était pesant, presque écrasant. Chaque recoin semblait respirer avec moi, comme si les murs recelaient des secrets que je n'avais pas encore osé exprimer. J'avançais lentement, effleurant les meubles du bout des doigts, sentant la fraîcheur du bois, la fine poussière accumulée dans les coins. Tout semblait intact, mais en moi, rien n'était à sa place. Il y avait une fissure béante, d'où s'échappait une puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Pendant qu'il dormait, je regardais le corps à côté de moi, et j'avais l'impression d'observer un étranger. Son visage détendu, presque innocent, contrastait avec l'odeur de parfum bon marché qui lui collait encore à la peau. C'était comme si deux versions de lui coexistaient, celle que le monde voyait, souriante et respectable, et celle que je connaissais maintenant, cachée dans l'obscurité, enveloppée de mensonges. Ce contraste me rongeait, mais m'éveillait aussi. À chaque respiration, je sentais la distance qui nous séparait s'élargir. La pièce semblait divisée par une ligne invisible, un gouffre infranchissable. Le son de l'horloge murale rythmait les secondes comme des coups sourds, me rappelant que le temps ne s'arrête jamais pour guérir les blessures. Et pourtant, un calme inattendu régnait en moi, une clarté qui n'apparaît que lorsque la douleur se transforme en décision. J'ai commencé à remarquer des détails que j'avais ignorés jusque-là. Sa hâte à cacher son téléphone, son sourire, comme s'il recevait des messages qui lui réchauffaient la poitrine. L'étincelle dans ses yeux, qui ne m'avait jamais touché. Ces signes n'étaient plus de simples indices, ils étaient des confirmations. Et plus je les confirmais, plus ma respiration devenait lourde, comme si l'air de la maison était devenu trop dense pour être maintenu. Mais il ne s'agissait pas que de lui. Il s'agissait de moi, de ce que j'avais permis, des moments où je m'étais tue pour éviter les disputes, de mon acceptation de vivre comme une ombre. Je me regardais dans le miroir et je voyais non seulement une femme trahie, mais une femme qui avait oublié sa propre valeur. Cette prise de conscience me faisait plus mal que n'importe quelle note cachée, plus que n'importe quelle odeur étrange sur ses vêtements. Parce que c'était comme si j'avais effacé mon propre reflet pour qu'il puisse briller ailleurs. Pourtant, une lueur d'espoir se cachait dans ce chaos. L'idée que je pouvais retrouver ma voix, mon histoire, ma dignité. La vie m'offrait un choix clair. Continuer à quémander des miettes d'attention ou prendre le contrôle de l'histoire. Cette prise de conscience était comme une flamme vacillante au milieu des ténèbres. Petite, fragile, mais capable de tout embraser. J'ai commencé à planifier en silence, comme on arrose une graine enfouie sous terre. Chacun de ces gestes s'inscrivait dans ma stratégie. Chaque excuse hésitante était une brique retirée de la façade qu'il avait construite. Et, en moi, la certitude grandissait que la dénonciation serait inévitable. Non pas parce que j'avais crié, mais parce que je savais exactement où et quand le monde découvrirait qui il était vraiment. La tension montait dans l'air, comme l'électricité avant l'orage. Je savais que ce n'était pas encore le moment, mais le moment approchait. Un instant d'inattention, un mauvais choix, et tout s'écroulerait. Je le sentais, comme quelqu'un qui anticipe le tonnerre avant même qu'il ne sillonne le ciel. Ce que je gardais en moi était plus que de l'indignation. C'était la promesse silencieuse qu'il n'oublierait jamais ce qui allait se passer. Et au fond de moi,
Je savais aussi que ce qui allait suivre serait plus terrible que toute douleur que j'avais jamais ressentie. Il y avait des nuits où je restais simplement assis dans l'obscurité du salon, lumières éteintes, à écouter les bruits de la maison comme des voix. Le craquement du parquet, le souffle du vent par la fenêtre à peine fermée, même le claquement lointain de la porte d'un voisin semblait porteur de messages cachés. Et dans ces moments de silence, quand le monde extérieur semblait s'endormir, je me retrouvais face à face, démasqué, sans distraction. La douleur cessa d'être une simple blessure pour devenir un rappel vivant de ce qui me restait à affronter. Je pensais que tout pourrait être différent. Il suffirait d'un geste de sa part, d'une sincère excuse, d'un regard qui me reconnaîtrait à nouveau. Mais l'absence de ces gestes était si forte que je pouvais presque l'entendre. C'était comme marcher sur une route où chaque pas résonne comme un vide, sans réponse. Et pourtant, il y avait en moi un étrange mélange de tristesse et de détermination, comme si chaque déception était aussi une pierre que je posais sur le chemin pour me stabiliser. Je me souviens avoir regardé mes propres mains posées sur la table de la cuisine. Les lignes, les marques, les petites cicatrices racontaient mon histoire avec plus de vérité que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Et c'est en les regardant que j'ai compris. Je n'étais pas brisé, j'étais marqué. Et chaque marque pouvait aussi être une forme de résistance. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement, laissant un signe silencieux que le message les a touchés. Car ce n'est pas seulement mon histoire, mais le reflet de tant d'autres vies traversées par des silences similaires. Parfois, un bon souvenir refait surface, presque comme un piège. Son rire lors d'un voyage lointain, les nuits où nous semblions complices, les projets que nous avions faits ensemble. Ces images surgissaient comme des éclairs dans l'obscurité, brouillant mes sentiments. C'était cruel, car cela me rappelait que j'avais perdu non seulement sa fidélité, mais aussi l'innocence de la croire éternelle. Le contraste entre ce doux souvenir et l'amère réalité était un poison lent, mais il m'aidait aussi à comprendre l'ampleur de l'abîme qui nous séparait désormais. Et pourtant, malgré cette dualité, j'ai réalisé que quelque chose de plus profond se tramait en moi. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était le besoin de retrouver la dignité qui m'avait été lentement arrachée, presque sans que je m'en rende compte. C'était comme si chaque mensonge révélé allumait une lumière dans une pièce sombre de la maison, et soudain, j'ai commencé à voir tout ce que j'avais jusque-là préféré ignorer. La vie a cette étrange façon de nous enseigner. Parfois, elle nous révèle la vérité comme un choc, parfois comme une révélation silencieuse, mais toujours comme une opportunité de choisir. Je n'étais plus la même femme qui feignait de croire aux excuses. J'étais une personne en transition, prête à franchir une étape qui allait changer non seulement mon histoire, mais aussi la façon dont mon entourage s'en souviendrait. Cette étape était encore cachée en moi, gardée secrète, prête à être révélée au moment opportun. Et c'est précisément dans cette attente que mon souffle s'arrête, que mon cœur s'emballe. Car le moment venu, rien ne sera retenu. Et ce qui était caché refait surface avec une force indéniable. Chaque jour qui passait me donnait l'impression de vivre entre deux mondes. Il y avait le monde extérieur, où tout semblait normal. Les conversations banales avec les voisins, les salutations rapides à l'épicerie, le sourire rhétorique que j'affichais comme si de rien n'était. Et il y avait le monde intérieur, celui qui me consumait en silence, où chaque souvenir, chaque détail auquel je m'accrochais devenait le carburant de quelque chose de plus grand que moi. C'était comme marcher sur un lac gelé, écouter les fissures se creuser sous mes pieds, sans jamais savoir quand la glace céderait. Les matins étaient toujours les pires. Le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine et illuminait les objets que nous partagions, les tasses, le porte-clés, les photos au mur. Tout semblait si ordinaire, mais au cœur de cette routine planait une ombre constante, telle une tache qui ne partait pas du tissu, malgré tous les frottements. Le contraste était cruel, ombre et lumière occupaient le même espace, comme si l'univers essayait de me rappeler que rien n'était stable, rien n'était garanti. Parfois, l'espoir surgissait de manière inattendue. Un regard prolongé dans le miroir, un instant où je pouvais apercevoir la femme qui résistait encore derrière les rides et la fatigue. J'y voyais une étincelle, comme si mon corps me disait « Ce n'est pas fini, tu n'es pas invisible ». Mais bientôt, la peur s'est installée, la peur de me tromper à nouveau, de ne pas être assez forte pour endurer ce qui allait arriver. Cette danse entre espoir et peur était épuisante, mais elle me tenait aussi éveillée. Il y avait des nuits où j'arpentais les couloirs de la maison comme si je répétais une scène. Je touchais la poignée de la porte de la chambre, imaginant les expressions, les regards, les mots qui seraient prononcés quand tout serait révélé. C'était un théâtre silencieux, joué rien que pour moi, mais qui me donnait la force d'affronter le moment présent. Chaque pas, chaque geste, calculé dans mon esprit,
faisait partie d'un plan plus vaste qui restait encore caché, même à moi-même. J'ai compris à quel point le silence était devenu ma meilleure arme. Il ne se doutait pas que, dans le calme, un ouragan était contenu. Je répondais par des phrases courtes, des regards vagues, et ce masque de fragilité lui permettait de continuer à croire qu'il avait le contrôle. J'étais loin de me douter que c'était précisément dans le silence que je gagnais du terrain, que je construisais le terrain pour la révélation. Ce jeu invisible commençait à peser sur mon corps. Mon souffle s'essoufflait, mon cœur s'emballait par moments d'une banalité banale. C'était comme si chacun de mes gestes dissimulait une explosion imminente. Le contraste entre ce que je montrais et ce que je ressentais était si frappant que je me demandais parfois combien de temps je pourrais tenir ce rôle. Mais quelque chose en moi, une certitude inébranlable, le moment approchait, et une fois arrivé, il n'y aurait plus de retour en arrière. Et c'est précisément à ce moment-là que la tension devient insupportable. Le poids de porter seul la vérité, le fardeau d'attendre le moment propice, le sentiment que chaque seconde pourrait être la dernière avant le dénouement. C'était comme se tenir devant une porte close, sachant qu'au-delà se déroulerait une scène qui changerait tout, sans avoir encore tourné la clé. Le son de ce silence résonne encore en moi, annonçant que la suite sera plus grande que toutes les souffrances que j'ai jamais endurées. Le temps semblait avoir pris un rythme différent dans cette maison. Chaque minute s'étirait comme une corde tendue à bout de souffle, sur le point de se rompre. Je traversais les pièces et j'avais l'impression que chaque objet m'observait, témoin de mon silence et porteur de la promesse de ce qui allait suivre. Les rideaux légers ondulaient dans la brise matinale, et le doux bruit du tissu frottant contre le mur me rappelait la fragilité de tout ce que j'avais construit. Rien n'était solide, rien n'était intouchable. Parfois, la lumière du soleil entrait par la fenêtre du salon et créait des taches dorées sur le sol, comme pour m'offrir l'image d'un avenir possible, plus radieux, plus libre. Mais le bruit de la clé qui tournait dans la serrure suffisait à faire revenir l'ombre, lourde, suffocante. C'était ce contraste qui me maintenait en éveil, comme si je vivais dans deux univers parallèles, l'un où je pouvais encore rêver, l'autre où le cauchemar était permanent. Je me suis surpris à imaginer ce qui se passerait si tout était soudainement révélé, sans préparation. J'ai vu les visages de mes voisins autour de moi, j'ai entendu les murmures choqués, j'ai ressenti la honte qui s'abattrait sur lui comme une tempête incontrôlable. Ces images me hantaient, non seulement comme une vengeance, mais comme un besoin d'équilibre. Comme si la justice qui m'avait été silencieusement refusée devait se manifester en public, devant tous, pour avoir un réel poids. Et au milieu de ces visions, des moments de doute surgissaient. Il y avait des nuits où la peur m'envahissait, me murmurant que j'allais peut-être trop loin, que je serais peut-être perdu avec elle lorsque la vérité éclaterait. Cette peur était froide, lancinante, mais elle ne parvenait pas à me paralyser. Car aussitôt, le souvenir de chaque regard vide, de chaque geste de mépris refait surface, et la peur cède la place à une résolution encore plus ferme. C'était comme porter en moi deux voix en lutte constante. L'une me disait d'attendre, de battre en retraite, de ne prendre aucun risque. L'autre me poussait en avant, avec la force de toutes les blessures que j'avais endurées. Et dans cette lutte, j'ai découvert quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas de transformation sans perte, pas de lumière sans traverser les ténèbres. Ma vie entière semblait condensée dans ces instants de silence. Le contact froid des murs, le reflet de mon visage fatigué dans le miroir, mon souffle coupé à chaque fois qu'il s'approchait. J'étais à la fois présente et absente, comme quelqu'un vivant dans un corps et observant de l'extérieur. Cette sensation m'accompagnait même dans mon sommeil, lorsque je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade, comme si j'avais couru des kilomètres sans bouger. Et pourtant, quelque chose de plus grand grandissait en moi. Quelque chose qui n'était pas seulement de la colère ou de la douleur, mais la conscience que chaque pas vers la révélation était aussi un pas vers moi-même. Le poids du secret me consumait, mais il me façonnait aussi. Telle une pierre lentement polie par la friction, je sentais mon silence me transformer en quelque chose de plus fort, plus vif, plus près. Ce que je savais, mais que je n'osais pas encore admettre, c'est que le moment décisif approchait. Je le sentais dans l'air, dans le rythme de la maison, jusque dans les petits détails du quotidien. Comme si l'univers entier conspirait pour que ce moment arrive. Et quand il arriverait, il serait impossible de le contenir. Ce serait comme retenir son souffle sous l'eau. Tôt ou tard, le souffle s'épuise et tout ce qui est caché remonte à la surface. C'était comme si chacun de ces gestes était, sans que je m'en rende compte, une brique ajoutée à mon plan. Sa façon de laisser son manteau sur la chaise, de cacher des messages sur son téléphone tout en me souriant avec la même expression. Tout cela, autrefois source de douleur, devint matière à observation.
Je le regardais vivre dans son propre piège, inconscient que chaque détail s'imprimait dans ma mémoire comme une preuve invisible mais puissante. Et plus il croyait en son impunité, plus la certitude que l'issue était inévitable devenait solide. La tension se répandait par vagues dans la maison. Je la ressentais dans les couloirs, dans le silence des repas, dans le poids de chaque mot prononcé sans émotion. C'était une scène familière pour quiconque observait de l'extérieur, mais pour moi, c'était comme être au centre de la scène, là où le public ne sait pas encore que la scène finale approche. Ce sentiment de proximité me nourrissait, comme si j'entendais le battement de mon cœur au rythme de la révélation. Parfois, assis seul à la table de la cuisine, j'imaginais les réactions des gens lorsqu'ils l'apprendraient. Je voyais leurs expressions changer, le choc se graver sur leurs visages, la honte qu'ils n'avaient jamais pu cacher. Je pouvais presque entendre les murmures, les chuchotements, le jugement silencieux qui s'abat sur quelqu'un quand le masque tombe. Ces images me donnaient de la force, non seulement parce qu'elles révélaient la trahison, mais aussi parce qu'elles montraient la différence entre l'image qu'ils projetaient et la vérité que je portais. Et dans cette attente, le contraste entre effort et récompense commença à émerger. Mon effort résidait dans le silence, dans la maîtrise de chaque émotion, dans le fait de ne rien laisser échapper qui puisse révéler ma stratégie. La récompense viendrait au moment précis où la vérité serait révélée à tous. C'était comme entreposer des graines sous terre, sachant qu'un jour elles jaillirait du sol avec une force irrésistible. Il y avait aussi la peur d'être découvert prématurément. Un regard insistant, un ton de voix insouciant, et tout pouvait s'écrouler. Ce risque constant maintenait mon corps en alerte, comme si chaque mouvement faisait partie d'un jeu délicat où la moindre erreur signifiait tout perdre. Mais en même temps, cette même fragilité rendait chaque pas plus calculé, plus précis, comme quelqu'un apprenant à marcher au bord d'une falaise sans jamais regarder en bas. Il est curieux de voir comment, dans des moments comme ceux-ci, même les sentiments les plus intenses se transforment en stratégie. La colère est devenue un objectif, la tristesse un carburant, et même la peur un avertissement. Chaque émotion, qui me semblait auparavant un poids insupportable, s'organisait désormais en moi comme les pièces d'un échiquier que je commençais enfin à maîtriser. C'est peut-être pour cela que tant de gens, confrontés à de telles histoires, se sentent obligés de partager leurs propres expériences. Comme si chaque détail était un miroir reflétant des secrets gardés secrets. C'est pourquoi je demande, qu'auriez-vous fait à ma place ? Cette réflexion silencieuse est souvent la clé qui relie l'auditeur à la personne qui l'a vécue. Et c'est précisément dans ce lien invisible que la tension s'intensifia. Car ce qui allait se produire ne serait pas seulement un accord entre deux personnes, mais une révélation qui déborderait les murs de la maison, imprégnant regards, paroles et souvenirs. Je savais que j'étais proche du moment où plus rien ne pourrait être caché. Et le souffle coupé qui m'accompagnait chaque nuit était la preuve que la prochaine étape allait non seulement changer ma vie, mais aussi marquer la sienne à jamais. Par moments, je sentais le poids de tout s'accumuler dans l'air, comme si la maison elle-même respirait avec moi, détenant le secret qui grandissait silencieusement. Les murs semblaient plus proches, les couloirs plus étroits, comme si l'espace physique, lui aussi, cédait sous la tension que je portais en moi. C'était suffocant et, en même temps, révélateur. Car c'est dans cette suffocation que j'ai commencé à discerner clairement chaque détail, chaque fissure dans l'image parfaite qu'ils s'efforçaient encore de maintenir aux yeux des autres. J'observais leurs arrivées et leurs départs comme quelqu'un observant un rituel répété mais de plus en plus prévisible. Le manteau abandonné au même endroit, l'odeur étrange qui imprégnait les vêtements, le regard lointain qui évitait de croiser le mien. De petits gestes qui, pour n'importe qui d'autre, auraient été banals, mais pour moi, c'étaient des signaux lumineux, annonçant que la fin de la farce était proche. Cette clarté, cependant, avait un prix, car elle s'accompagnait aussi d'une incertitude. Combien de temps pourrais-je supporter ce silence avant qu'il ne me consume complètement ? Certaines nuits, je me retrouvais allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, imaginant le moment où son masque tomberait aux yeux de tous. J'imaginais la pièce bondée, les regards étonnés, les murmures fendant l'air comme des lames acérées. J'entendais presque la honte se répandre, le transformant en un petit homme, réduit à la taille de son propre mensonge. Mais juste après cette image, une autre, plus subtile et cruelle, m'envahissait. Le doute de savoir si je serais capable de tenir cet acte jusqu'au bout, sans céder à l'épuisement. Ce contraste entre espoir et défi m'a constamment poussé à avancer. Il y a eu des jours où je sentais la victoire à portée de main, presque palpable, et d'autres où le poids du secret m'écrasait, comme si je portais des pierres invisibles sur mon dos. C'est dans ces allers-retours que j'ai découvert une force nouvelle, une résilience que je ne me connaissais pas. Et même lorsque la peur tentait de me faire taire, quelque chose en moi me poussait à aller de l'avant,
me rappelant que je ne recherchais pas seulement la vengeance, mais aussi la reconquête de ce qui m'avait été volé, ma propre valeur. La progression de mon plan n'était pas linéaire. Il y avait des avancées évidentes, des moments où je sentais que j'étais proche du but, mais il y avait aussi des obstacles subtils, comme la méfiance qui se lisait parfois dans son regard, comme s'il pressentait un instant que quelque chose clochait. Dans ces moments-là, je devais contenir même les battements les plus forts de mon cœur, maintenir une respiration régulière, maintenir le masque que j'avais enfilé pour le tromper. C'était une danse délicate, où chaque pas mal calculé pouvait tout ruiner. Et pourtant, au milieu de cette tension, des lueurs de clarté ont émergé. Je me suis vue dans le miroir, contemplant la femme que j'étais devenue, plus ferme, plus consciente, moins disposée à céder. L'incertitude ne disparaissait pas, mais elle n'avait plus le même pouvoir de me paralyser. C'était comme marcher sur un chemin de pierre acérée, ressentant la douleur à chaque pas, mais sachant que l'horizon était juste devant. Chaque jour qui passait, la frontière entre silence et révélation s'amenuisait. Je savais que le moment décisif était proche, que bientôt je ne pourrais plus contenir ce qui bouillonnait en moi. Et cette attente était si intense que, par moments, elle me coupait le souffle, comme si je vivais à bout de souffle, attendant le moment où tout éclaterait soudainement. Chaque aube me donnait l'impression de vivre une répétition silencieuse de quelque chose de bien plus grand. Le soleil entrait par la fenêtre et zébrait le sol du salon de ses rayons lumineux, mais en moi, l'ombre persistait. Cette dualité m'accompagnait constamment, la clarté de ce qui allait arriver et l'obscurité de tout ce qui restait caché. C'était comme parcourir un long couloir, éclairé seulement par de fines fissures, sans jamais en apercevoir le bout, mais en le sentant se rapprocher. Je me surprenais à remarquer de petits détails avec une intensité presque douloureuse. Le verre oublié sur le lavabo, l'odeur persistante d'un parfum qui ne m'appartenait pas, les messages auxquels il avait répondu à la hâte. Chaque détail me rappelait que la vérité n'avait plus sa place dans les tiroirs où il essayait de la cacher. Et plus j'y prêtais attention, plus grandissait en moi la conviction que le temps de la révélation approchait, telle une marée incontrôlable. Mais cette certitude s'accompagnait du doute. Je me demandais si j'aurais la force de soutenir le regard de tous pendant la scène finale. Mon cœur battait la chamade rien qu'en imaginant les visages autour de moi, le brouhaha qui tranchait le silence, la honte gravée sur eux comme une marque indélébile. En même temps, cette image me soulageait, comme si chaque murmure d'incrédulité était aussi un morceau de justice qui me revenait. Il y avait des nuits où le sommeil ne venait pas. Je traversais la maison obscure, caressant les murs froids, écoutant l'écho de mes pas. À ces moments-là, la peur s'insinuait, essayant de me convaincre qu'il valait peut-être mieux abandonner, laisser les choses telles qu'elles étaient, avancer en silence. Mais il suffisait de se souvenir de son regard froid, de la façon dont il m'ignorait, même dans son lit, pour que cette peur se transforme en carburant. C'est le souvenir de mon invisibilité qui a ravivé la flamme de la résistance. Le contraste était constant, confiance et doute se livraient bataille en moi, progrès et défis s'entremêlaient chaque jour. J'avançais, même lorsque je semblais reculer. Je construisais, même lorsque je sentais que tout allait s'effondrer. L'équilibre était fragile, mais c'en était un. Et je m'y accrochais, avec la fermeté de quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Parfois, j'imaginais à quoi ressemblerait ma vie après. La pièce s'illuminait différemment, la maison respirait sans le poids des mensonges, ma peau semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Ces visions me donnaient de l'espoir, mais elles me rappelaient aussi qu'entre ce moment et cet avenir, il restait une traversée difficile, pleine de risques et d'incertitudes. Comme traverser un pont étroit sur une rivière tumultueuse. Je voyais l'autre rive, mais je devais encore affronter le vertige pour y parvenir. Et c'était précisément ce vertige qui me tenait éveillé, attentif à chaque pas, à chaque détail. Je savais que j'allais ouvrir une porte d'où je ne pourrais plus revenir. Et tandis que la clé reposait encore, invisible, dans mes mains, le silence autour de moi semblait murmurer que l'instant était proche, si proche que je le sentais déjà approcher comme le grondement lointain du tonnerre annonçant un orage. Et puis, le moment qui semblait lointain arriva enfin. Il survint sans prévenir, sans préparation. C'était comme une porte s'ouvrant soudain dans le silence, laissant entrer une lumière inattendue. Ce qui était caché ne pouvait plus rester dans l'ombre, et la scène qui se déroulait devant moi était si intense qu'aujourd'hui encore, j'entends les sons, je vois les visages, je sens l'air lourd, traversé par des murmures. Sa honte ne tenait pas entre les murs. Elle se répandit comme une traînée de poudre, consumant le masque qu'il portait depuis si longtemps. Les regards des autres étaient implacables, chaque murmure une phrase, chaque expression incrédule un miroir brisé dans lequel il ne se reconnaîtrait plus jamais.
Et au milieu de tout cela, je restais là, silencieuse, ferme. Je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin d'accuser. Le poids de la vérité parlait pour moi. C'est dans ce contraste entre sa ruine et mon calme que j'ai senti la transformation s'opérer. Je n'étais plus la femme qui errait dans la maison en silence, portant une douleur invisible. J'étais la femme qui avait traversé le feu et en était ressortie guérie. Cette différence était visible jusque dans mes gestes, dans ma façon de tenir la tête haute, dans mon regard qui ne vacillait plus. L'image qui m'a marqué est presque cinématographique. La salle bondée, les regards attentifs, le son des sirènes qui semblaient annoncer non seulement son chaos, mais aussi ma libération. C'était comme regarder une tempête dissiper le ciel, laissant dans l'air un parfum de terre humide annonciateur d'un nouveau départ. Difficile, certes. Douloureux, sans aucun doute. Mais profondément nécessaire. Et au cœur de cette révélation publique, j'ai trouvé quelque chose que je cherchais sans même le savoir, l'appartenance. Non seulement à ceux qui me regardaient de l'extérieur, mais aussi à moi-même. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu le sentiment d'avoir une place solide dans le monde, que mes cicatrices n'étaient pas des marques de défaite, mais des signes de résilience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez combien ce voyage a été marqué par le silence, l'attente, le risque et la force. C'est pourquoi, en entendant cette histoire, beaucoup ressentent le besoin de laisser un geste de soutien silencieux, un commentaire qui reflète leur propre réflexion, ou même la décision de rester avec nous, après chaque révélation. Aimez, commentez et abonnez-vous, non seulement comme un observateur extérieur, mais comme quelqu'un qui se reconnaît dans ce miroir. Car le véritable privilège n'a pas seulement été de survivre à la chute des masques, mais d'apprendre que la vie renaît lorsqu'on a le courage d'affronter la douleur et de la transformer en force. Aujourd'hui, je ne suis plus l'ombre qui marchait seule dans la maison. Je suis la femme qui a élevé la voix au bon moment et qui marche désormais d'un pas décidé vers ce qui compte vraiment. Et s'il ne reste qu'une image à chérir de cette histoire, que ce soit celle d'une flamme brûlante, claire et inextinguible, illuminant non seulement mon chemin, mais aussi celui de tous ceux qui croient que la dignité est inaliénable.